Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais présenter quelques éléments qui remettent en cause le fait que la Terre soit vieille de plusieurs milliards d'années. Alors cette liste n'est pas exhaustive et il y a bien d'autres arguments que je n'ai pas présentés qui remettent en question une vieille Terre. Alors le premier argument, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la datation en radioéléments, et il s'agit de la présence de carbone 14 dans des éléments qui sont censés être vieux de plusieurs millions voire milliards d'années. Le carbone 14 a une durée de demi-vie de 5730 ans, ce qui fait qu'il n'est pas possible d'avoir du carbone 14 dans des objets qui seraient vieux de plus de 100 000 ans. Or, on a trouvé la présence de carbone 14 dans du charbon, dans certains fossiles, ou même dans des diamants. Alors certains vont vous dire que c'est lié à de la contamination et que ce n'est pas réellement du carbone 14 présent dans ces éléments. Sauf qu'on a des méthodes pour décontaminer les objets en question et pour éviter la présence de carbone 14 contaminant. Et puis, pour ce qui est des diamants, c'est relativement peu possible. Parce que le diamant est le matériau le plus résistant connu sur cette Terre et il est très résistant aux contaminations. Or ces diamants qu'on trouve de façon naturelle sont censés être vieux de 1 à 2 milliards d'années. Or, on y trouve du carbone 14 et il n'est très certainement pas d'origine de contamination, donc il n'est pas possible que ces diamants soient aussi vieux. Le second argument, je l'ai également présenté dans cette vidéo sur la datation radioéléments, et c'est la présence en trop grande quantité d'hélium dans les roches radioactives. Lors de la désintégration de l'uranium, vous avez la production d'atomes d'hélium. Alors l'hélium est le deuxième élément le plus léger, et c'est un gaz noble, ce qui fait qu'il ne réagit pas avec les autres atomes. Donc la seule chose que cet hélium fait, c'est diffuser hors des roches dans l'atmosphère terrestre. Sauf que cette diffusion est beaucoup plus rapide que la désintégration de l'uranium. Au maximum, il faut 100 000 ans pour que tout l'hélium soit sorti. Or, des roches sont datées des fois de plusieurs milliards d'années, ce qui voudrait dire qu'il devrait y avoir très peu d'hélium dans ces roches. Or, ce n'est pas le cas, on trouve de l'hélium en très grande quantité dans ces roches, ce qui fait que ces roches ne peuvent pas être aussi vieilles que cela, sinon il devrait y avoir beaucoup moins d'hélium. Et en plus, il se trouve qu'il n'y a pas assez d'hélium dans l'atmosphère terrestre. Alors, les roches vont dégazer cet hélium qui finit dans l'atmosphère, une partie de cet hélium finit dans l'espace, mais du coup ça ne suffit pas à expliquer la faible quantité d'hélium dans l'atmosphère, parce que si on partait du principe qu'il n'y avait aucun hélium à l'origine dans l'atmosphère terrestre, il nous faudrait uniquement 1,8 million d'années pour obtenir la quantité actuelle dans l'atmosphère. Or la Terre est censée être vieille de 4,5 milliards d'années. Ensuite, on a la décroissance rapide du champ magnétique terrestre. La majorité d'entre vous ont probablement déjà entendu le fait que le champ magnétique terrestre est en décroissance rapide. Alors on a mesuré cette intensité du champ magnétique terrestre à partir de 1845, et on a observé une baisse d'environ 5% par siècle. Et des données archéologiques nous ont montré que vers l'an 1000, cette intensité du champ magnétique était 40% supérieure à actuellement. Donc basé sur ces données, on estime que le champ magnétique terrestre est au maximum vieux de 20 000 ans. Ce qui pose un problème pour les personnes qui pensent que la Terre est vieille de 4,5 milliards d'années, parce que du coup ça voudrait dire que la Terre ne devrait plus avoir de champ magnétique actuellement, ce qui n'est pas le cas. Alors, on n'a pas de problème pour les créationnistes Terre jeunes, puisque on pense que la Terre est vieille que de 6 000 ans, ce qui est bien en deçà des 20 000 ans. Ensuite, il y a la récession de la Lune. Il se trouve que la Lune s'écarte lentement de la Terre à chaque révolution autour de la Terre. Alors c'est un processus très lent qui met beaucoup de temps à s'accomplir. Et du coup on peut faire le calcul dans l'autre sens pour estimer sa position dans le passé. La Lune est censée être vieille d'environ 4 milliards d'années, sauf que il y a 1,5 milliard d'années, elle aurait été en contact avec la Terre, ce qui n'est forcément pas possible. Et donc la Lune ne peut pas être aussi vieille que cela. D'un point de vue créationniste, il n'y a pas de problème, puisque en 6000 ans, elle ne s'est éloignée que de 250 mètres de la Terre. Ensuite, il y a la présence de comètes dans notre système solaire. Alors, les comètes sont des petits astres constitués principalement de glace et de poussière, qui ont des orbites particulièrement allongées, et qui se divisent en deux catégories. Celles qui ont une période de révolution
inférieure à 200 ans et celles qui ont une période de révolution supérieure à 200 ans. Alors ces comètes, à force de passer devant le Soleil, du coup la glace qui est constituée va commencer à fondre, ce qui donne les fameuses traînées qu'on observe des comètes. Sauf qu'à force de passer devant le Soleil, les comètes finissent par être entièrement détruites. Alors d'autres comètes sont détruites en rentrant en collision avec des planètes ou en étant expulsées du système solaire. Donc en se basant sur la vitesse de destruction des comètes, on estime que ces comètes ne peuvent pas exister plus de quelques millions d'années. Ce qui voudrait dire que si le système solaire est vieux de 4,5 milliards d'années comme on le suppose, on ne devrait plus trouver de comètes dans notre système solaire, ce qui est encore le cas. Alors les évolutionnistes considèrent que on trouvait une parade en quelque sorte en disant que les comètes qui ont une durée de révolution inférieure à 200 ans, il y en a de nouvelles qui sont expulsées de ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, qui est une ceinture d'astéroïdes qui se trouve au niveau de Pluton. Donc certains éléments y sont expulsés sous l'effet gravitationnel des planètes gazeuses, et donc qui formeraient de nouvelles comètes avec leur orbite elliptique, et que pour celles qui ont une durée de révolution supérieure à 200 ans, ils ont supposé l'existence d'un nuage appelé le nuage d'Oort, qui se trouve entre 20 000 et 30 000 unités astronomiques aux confins du système solaire, et que de temps en temps il y a des objets qui le quittent et qui forment ces comètes. Le problème, c'est que la composition de la ceinture de Kuiper, des éléments qui se trouvent dans la ceinture de Kuiper, ne correspond pas à la composition des comètes, et d'un autre côté, il n'y a absolument aucune preuve de l'existence du nuage d'Oort. On a juste supposé son existence parce que c'était commode et que ça résolvait un problème que les évolutionnistes avaient, mais on ne l'a jamais observé. Ensuite, il y a très peu de sédiments sur les fonds marins. Si les océans sont vieux de 3 milliards d'années comme le supposent les évolutionnistes, et que des sédiments se sont déposés pendant tout ce temps, on devrait avoir des kilomètres de sédiments sur les fonds marins. Ce qui n'est pas le cas, puisque l'épaisseur moyenne est de seulement 400 mètres. On sait que 20 milliards de tonnes de terre et de roches sont déposées chaque année dans les océans, sous forme de sédiments, et que 1 milliard de tonnes sont retirées via la tectonique des plaques, ce qui fait un gain total de 19 milliards de tonnes chaque année. À cette vitesse-là, il faudrait 12 millions d'années pour déposer nos 400 mètres d'épaisseur de sédiments sur les fonds marins. Sachant que ceci ne prend pas en compte le fait qu'il y a un déluge qui a duré pendant une année et qui a déposé de grosses quantités de sédiments sur les fonds marins. Ensuite, dans la même veine, il n'y a pas assez de sel dans les océans. Actuellement, vous avez 458 millions de tonnes de chlorure de sodium qui finissent dans les océans, et vous en avez 122 millions de tonnes qui en sont retirées. Donc, avec le taux actuel d'accumulation de chlorure de sodium, et si on partait du principe qu'il n'y avait aucun sel à l'origine dans l'océan, il nous faudrait 42 millions d'années pour arriver à la concentration actuelle en sel dans les océans. Alors que les océans sont censés être vieux de 3 milliards d'années, d'après les modèles évolutionnistes. Sachant que ceci ne prend pas en compte le fait que Dieu a probablement créé des océans salés à l'origine, et que, avec un déluge encore une fois, de très grosses quantités de sel ont été déposées dans les océans. Ensuite, il y a la présence de tissus mous dans des fossiles. Par exemple, un fémur de Tyrannosaure Rex qui a été découvert au Montana et qui a été étudié par le docteur Mary Schweitzer, elle y a découvert la présence de vaisseaux sanguins qui sont typiques de tissus osseux. Il y a également découvert la présence de globules rouges avec noyaux, qui sont typiques des reptiles et des oiseaux, contrairement aux mammifères qui ont des globules rouges sans noyau. Alors certains sceptiques vont vous dire que en fait, c'était un biofilm bactérien, donc des bactéries qui sont mortes, et que ceci n'est qu'un artefact, et n'est pas réellement des tissus de notre Tyrannosaure Rex qui ont été conservés. Sauf que l'équipe du Dr Schweitzer ont découvert des fragments de collagène dans ces tissus. Donc le collagène est la base du tissu conjonctif, et c'est une protéine qui n'est pas une protéine bactérienne. Et donc il est très peu probable qu'un fossile soi-disant vieux de 68 millions d'années contienne encore des tissus mous, ou ne serait-ce que des protéines, parce que tout ceci aurait dû se dégrader sur cette période de temps. Alors que si ce spécimen, qui est très certainement mort lors du déluge, est vieux que de 4500 ans, il est beaucoup plus raisonnable d'accepter la présence de tissus mous sur cette période qui est beaucoup plus courte. Et pour finir, il y a la population humaine. Alors il y a des gens qui disent que ce n'est pas possible qu'en partant de 2 personnes sur 6000 ans, qu'on puisse obtenir pratiquement 8 milliards de personnes actuellement.
et donc il faudrait des temps beaucoup plus longs. Sauf que si on fait un peu de maths de base, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Si on part du principe qu'il y avait 2 personnes à l'origine, et qu'on a un doublement de la population tous les 150 ans, ce qui reste une période relativement cohérente, sachant qu'actuellement on a un doublement de la population tous les 40 ans. Il nous faudrait, en l'espace de 32 doublements, ce qui correspond à 4800 ans, on obtiendrait 8,6 milliards de personnes. Et même si on prend en compte un déluge qui a eu lieu il y a 4500 ans et qui a réduit la population à 8 personnes, on reste encore relativement cohérent avec le nombre de personnes qu'on a actuellement. Par contre, si on imagine que la population humaine existe depuis 50 000 ans, et bien sur cette période, on aurait 332 doublements de la population, et on se retrouverait avec une population humaine de 10 puissance 100, soit 1 avec 100 zéros derrière, ce qui est des milliards de fois supérieur au nombre d'atomes de l'univers. Et donc au final, un modèle créationnisme terre-jeune est beaucoup plus réaliste que la formation de la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.